Sud Radio 10h midi, débat. Débat avec vous comme tous les jours, on est vendredi et nous allons débattre jusqu'à midi avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, directeur général adjoint de l'IFOP. Alors on va vous essorer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de sondages. Je suis près de la porte, si c'est trop compliqué, je partirai discrètement. Jean-Claude bonjour, avocat, vice-président de France-Amérique, bonjour à vous. Lucas Véran, étudiant adjoint au maire de Neuilly, bonjour à vous. Et Jean-Luc Benamias, qui est dans le sud quelque part, bonjour, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Dernière ligne droite avant le premier tour des régionales. Quels sont les enjeux? On va parler de l'abstention avec vous, des régions que pourrait remporter le Rassemblement national. Autre sondage assez intéressant, les Français se méfient des médias. C'est un sondage IFOP. Et puis les éoliennes qui sont à la une du Parisien aujourd'hui et visiblement qui commencent à poser un certain nombre de problèmes, et je sais que vous êtes nombreux à être mobilisés contre ces éoliennes. Faut-il un moratoire sur les nouvelles constructions? Il est vrai que certaines implantations interrogent. On va en reparler avec vous dans un tout petit instant. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jean-Claude, on commence avec vous. Oui, le président de la République a lancé un grand plan lecture. J'ai été intéressé, j'ai dit chiche. S'il y a un plan lecture et avec derrière deux choses. Tout d'abord, ce plan lecture vient après qu'on nous a dit que les librairies n'étaient pas essentielles. Bon, ça c'est un petit coup de griffe, mais surtout c'est ce qu'il y a derrière. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, où on cherche à refaire le vivre ensemble, on dit que les réseaux sociaux ont trop de poids. Je pense que derrière la lecture, plan lecture, c'est pas simplement apprendre à lire et lutter contre l'illettrisme, c'est aussi lutter contre l'obscurantisme, c'est aussi dire aux gens, finalement, ne vous contentez pas de « on a dit que », allez à la lecture, lisez pour savoir. Je me souviens de cette petite phrase de Victor Hugo, qui disait « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Allumons les esprits, c'est cela notre loi première. » Je pense que ça, on a oublié que le savoir peut nous aider à lutter contre toutes les formes, contre l'éclatement social, contre tout ce qui nous arrive aujourd'hui et refaire citoyenneté ensemble. Je pense que ça peut être un point d'ancrage. Donc il ne faut pas que ce soit simplement du saupoudrage, juste on lance un plan et puis c'est sympathique, mais qu'on l'intègre dans un grand projet, ce projet de société, parce qu'il va y avoir une élection présidentielle, on va avoir des sondages là, une élection présidentielle, c'est l'occasion de faire débat et de réfléchir à la société française que nous devons bâtir ou rebâtir. Oui, sauf que j'entendais ce matin qu'on était, je crois, avant-dernier pays de l'OCDE en compréhension de texte et qu'on avait perdu plus de 500 heures d'enseignement du français depuis je ne sais plus quelle est la durée, mais qu'il y a eu une perte évidente de l'enseignement du français. Lucas Véran. On parle effectivement de la lecture et c'est elle qui est à l'honneur par ces annonces et par ce plan. Mais la seule crainte que j'ai, c'est de ne pas oublier les autres sujets qui sont tout aussi inquiétants, en particulier le niveau de mathématiques des Français, qui dans les mêmes études de l'OCDE, vraiment est parmi les derniers pays de l'Union européenne. Est-ce qu'il ne faut pas promouvoir avec le même élan et le même volontarisme, justement la progression en termes de calcul scientifique de nos jeunes élèves, parce que c'est un point d'inquiétude majeur pour l'avenir de notre pays. Alors là, on ne va pas refaire le programme scolaire, mais on voit bien qu'on a rajouté au cours de ces 20-30 dernières années, parce que j'ai eu des enfants jeunes récemment et je voyais la charge du programme. Les enfants ne chôment pas. Pour autant, on a l'impression que les fondamentaux sont minorés par rapport à des tas de choses qui, certes, sont importantes, mais on se pose question. Ça pose question. Moins de maths, moins de français, moins de grammaire, et bien à l'arrivée, ça donne un résultat moyen. Donc il y a peut-être une réflexion à mener. Une bonne Frédéric. Oui, alors c'est vrai que la question de l'éducation est maintenant au cœur des inquiétudes des Français. On parle souvent du pessimisme français qui est plus fort que dans les autres pays. C'est vrai et c'est faux. Il n'est pas plus fort que dans les autres, mais par contre, il y a un pessimisme de projection qui est particulièrement important et qui est intimement, étroitement lié à la question scolaire, où on a maintenant depuis une quinzaine d'années 2 tiers des Français qui considèrent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, et toutes les angoisses
se niche, se cristallise sur l'école. Et c'est vrai qu'il y a eu d'abord 2 années un peu euphoriques pour Jean-Michel Blanquer, où les Français ont cru qu'il allait changer les choses. Et clairement, le soufflet est très fortement retombé. Est-ce qu'il y a un lien entre emploi et formation scolaire? Est-ce que c'est cela qui expliquerait la crainte des Français? Non, alors bien sûr que ça existe. D'ailleurs, on voit que les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui peine en fait à s'insérer, inquiète beaucoup cette génération et leurs parents des 50-64 ans. Non, c'est l'idée que les fondamentaux sont de moins en moins bien maîtrisés. Ce que vous disiez, hein, les 500 heures de moins, c'est quelque chose qui fait sens et qui inquiète beaucoup l'opinion publique. Oui, Jean-Luc, j'imagine que vous êtes évidemment d'accord. Moi, je trouve ça formidable. Totalement d'accord. Après, non, vous n'êtes pas totalement d'accord? Non. Ah bon, alors je trouve que nous avons. On peut toujours taper sur notre pays à ce niveau-là, mais nous avons un secteur de l'édition qui est absolument incroyablement vivant. Oui, on est d'accord. Même si effectivement, le fait de ne pas avoir dit que c'était essentiel pendant la période du premier Covid, du premier confinement, évidemment, était une grave erreur. Mais pour le reste, moi, je trouve que je circule un peu, notamment en Rhône-Alpes et en PACA, et je vois dans des villes moyennes des librairies qui redeviennent florissantes. Sérieusement, hein, voilà. Donc, à ce niveau-là, je trouve que le pays se porte pas trop mal. Alors, effectivement, au niveau... attends, pardon. Un best-seller, avant, c'était 500 000 exemplaires. Aujourd'hui, péniblement, c'est 50 000. Il faut savoir que la moyenne des livres se vend à moins de 1000 exemplaires. Et Valérie, oui. Je sais ta spécialité et le fait que tu sois une forte connaisseuse du secteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as fait suffisamment d'émissions à ce niveau-là pour que je puisse le dire. Mais quand même, il sort combien de bouquins par an? Plus de 200 à 300 000 si je ne m'abuse. Oui. C'est gigantesque. Le nombre de petits éditeurs, il y a des gros éditeurs, on les connaît, et le nombre de petits éditeurs. Alors c'est évidemment d'une complexité absolue. Et je ne nie pas le fait que, allez, on va dire chez les moins de 25 ans, la lecture n'est pas une évidence. Voilà. Pas pour une majorité des jeunes, pas pour tous évidemment. Hein. Voilà. Mais je pense quand même que on a un pays où la culture, et j'élargirai évidemment au théâtre, au cinéma et à tout ce qui est musique, quelle que soit la musique, quand même qui est extrêmement vivant par rapport à d'autres pays, notamment de l'Union européenne. Oui. Oui, mais ça porte sur un peu. Malheureusement, là encore, il y a inégalité entre les Français. En réalité, certains autour de cette table achètent certainement une vingtaine, une trentaine d'ouvrages par an, là où d'autres n'ont vraiment pas accès. Je pense que c'est surtout cela le sujet, c'est l'inégalité entre les différents, entre les Français. Avec ceux qui ont accès aux livres de par leur famille et ceux qui ne l'ont pas. Absolument, c'est ça. Et une auditrice me dit il faut refaire le programme, beaucoup de travail qui ne sert à rien en petite section et début de collège. Et c'est Alain Bentolila, le linguiste, qui dit il y a une urgence à apprendre à lire, à écrire, à savoir que les fondamentaux sont acquis dès le primaire, et ce qui est pas souvent le cas. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec la suite de l'actualité avec vous sur Sud Radio. C'est l'heure du journal. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique, Lucas Véran, étudiant, adjoint au maire de Neuilly, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Dernière ligne droite avant le premier tour des régionales. Irez-vous voter? Est-ce que les différentes campagnes vous ont influencé? En tout cas, on annonce une abstention record. On va en reparler avec Frédéric Dabi. On va parler également de ce sondage autour des médias. Les Français de plus en plus méfiants et défiants vis-à-vis des médias. Et puis les éoliennes, là aussi, défiance. Les Français commencent à en avoir assez de ce paysage défiguré. Alors faut-il un moratoire sur les nouvelles constructions? On continue notre tour de table. Alors on a eu un coup de cœur pour la lecture Grande Cause Nationale. Jean-Luc, vous, c'est un coup de cœur pour la fête de la musique, c'est ça? Les nouvelles sont bonnes. C'est-à-dire que le gouvernement, comme d'habitude, a mis un certain temps à réfléchir. Bon, là, je viens d'entendre les actus, je le savais déjà. On ouvre enfin, pour la fête de la musique, le fait qu'on puisse faire de la musique. C'est quand même pas mal. Donc, voilà. Espérons, et je dis ça de manière positive, que les choses se passent extrêmement calmement, même si ça sera festif, mais qu'on n'ait pas les images qu'on a vues ces derniers jours, notamment sur Paris, sur un certain nombre de places ou de parcs, de semi-violence, mais enfin de gazage, de bandes à peu près non contrôlées. Voilà. On a la chance de pouvoir le faire. Allons-y.
faisons une fête de la musique vraiment festive et qui réunisse l'ensemble des participants et participantes dans une bonne ambiance. Et que les choses se passent bien. Voilà, c'est un vœu. Hein. J'espère que c'est pas pieux, mais c'est un vœu. Voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Bon, bah écoutez, on verra comment ça se passe. Frédéric, vous, c'est un coup de cœur Oui, c'est également un coup de cœur, un anniversaire, 19 juin 1986, 18 juin 2021. Donc on est à la veille du 35e anniversaire de la mort de Coluche. Alors les plus de 45-50 ans se souviennent tous de ce qu'ils ont fait ce 19 juin après-midi. On se souvient du choc dans le pays, la sidération, les larmes de Michel Denisot, enfin toute une série d'images, Philippe Gildas, etc. La voix étranglée de Josiane Balasco. Alors ce putain de camion, comme disait Renaud, qui a mis fin à la carrière de Coluche, qui était au sommet de sa gloire, qui allait revenir sur scène après 5 ans d'absence. Il est toujours très présent dans la mémoire collective. Et combien de fois on entend ces phrases, si Coluche était là, qu'est-ce que les politiques, qu'est-ce que les médias prendraient dans un contexte électoral que l'on connaît. Tout le monde se souvient également, mais pas tout le monde, qu'il a été aussi candidat ou pré-candidat à l'élection présidentielle avec 13%, non pas d'intention de vote, mais de potentiel électoral dans des enquêtes de l'IFOP pour le JDD ou pour Le Point. Puis finalement, la farce lui a un petit peu échappé. Il y avait un film d'Antoine Decaune qui montrait un petit peu avec François de Maison, je crois, qui jouait le rôle de Coluche. Et puis, dans le contexte actuel, quand on voit le jeu politique relativement bloqué, ce duel inéluctable que nous avons dans nos enquêtes, on en a déjà évoqué cette question ensemble, Macron-Le Pen, on imagine qu'un clown pourrait apparaître, pourrait bouleverser les choses, et c'est l'objet d'un livre. Autre coup de cœur de la journaliste Laetitia Krupa, qui est très très intéressant, La tentation du clown, qui explique que peut-être qu'est-ce qu'un clown, c'est pas quelqu'un avec un nez rouge comme l'était Coluche au début de sa carrière avec sa salopette et son nez rouge, mais c'est quelqu'un qui viendrait pas du champ politique, qui viendrait de l'extérieur, qui arriverait au dernier moment et qui bousculerait le jeu. Et Laetitia Krupa montre beaucoup d'exemples assez probants, ce qui s'est passé en Italie avec Beppe Grillo, ce qui s'est passé en Ukraine. Voilà, le clown et Coluche sont toujours là. La tentation du clown, Ce que vous décrivez, en réalité, c'est aussi le scénario de Baron Noir, l'excellente série Canal+, où une personnalité complètement fantasque, complotiste à souhait, pour l'horizontalité la plus totale avec le tirage au sort, finalement se hisse au second tour et bouleverse totalement toutes les perspectives. Les perspectives. Luc, pardon, excusez-moi, Jean-Claude. La notion, c'est vrai que le mot clown peut surprendre. Moi, j'ai envie d'entendre cela comme étant en démocratie, finalement, chaque citoyen peut prétendre à proposer et à diriger le pays. Et c'est cela qu'il nous faut retenir. Les responsabilités politiques ne peuvent pas être captées, ne peuvent pas être confisquées par une petite élite. Et c'est cela que nous rappelle cette même s'il n'y a pas qu'une petite élite, on a la chance d'avoir énormément de villes, 35 000 communes, il y a énormément d'élus, de personnes élues en France. On n'est pas loin du million, si je ne me trompe pas. C'est vrai, mais dans un système, dans un système présinciel, on voit bien ce qu'on appelle le il y a les 500 signatures, il y a toute une série de freins. Il y a des freins à l'entrée qui sont quand même qui restent compliqués. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon avait, avec son initiative Nous sommes pour, finalement décidé de changer la focale en passant des élus locaux qui supposent quand même une fidélité, un attachement partisan sur l'étiquette avec laquelle on a été élu, à finalement un système de parrainage citoyen. Même si il l'a fait, on sait pourquoi, car la France Insoumise a quasiment aucun élu local, et sans doute les élections régionales ne vont pas envoyer dans les différentes assemblées beaucoup d'insoumis. Jean-Luc, un mot là-dessus, sur la tentation du clown? Ou sur Coluche. J'en sais rien, parce que je trouve qu'il y en a pas mal qui se présentent quand même. Le clown. Moi, je me souviens exactement où j'étais à l'heure où on a appris à la radio, je ne sais plus sur quelle radio j'étais. J'étais entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers sur le périph' parisien, et je veux dire que je pleurais tout seul dans la bagnole. Voilà. Bon, ça, c'est pour... voilà. Le reste, après, moi, les 500 signatures, chacun voit bien que c'est pas si compliqué que ça. À chaque fois, globalement, tous ceux qui se présentent, quasiment, y arrivent. Par contre, qu'on puisse mettre aussi en jeu, c'est une proposition qui a été faite par beaucoup, notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais pas uniquement, le fait que, par exemple, 1 million de citoyens pourraient signer et décident de soutenir un candidat. Je dis 1 million, ça peut être 500 000. C'est une autre formule qui pourrait être adoptée. Mais clairement, on voit bien que quand on regarde les candidatures aux présidentielles, notamment avec les primaires, j'en sais quelque chose. J'ai participé à la dernière fois de la gauche et des socialistes. Donc, il y a de l'espace quand même. Après, la crédibilité, c'est autre chose de tout cela. Et on voit bien que
je reparle des clowns, je le redis, j'en vois un certain nombre qui voudraient se présenter quand même. Hein. Je ne cite pas de nom. Lucas Véran, un coup de cœur? Je ne vois qu'il n'y a que des coups de cœur, parce qu'à mon avis, est assez rare dans l'émission. Moi, j'ai 2 coups de gueule, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non, un coup de cœur pour la French Tech, dont en ce moment même, finalement, il y a un événement qui en fait la promotion avec le salon Vivatech. Pourquoi un coup de cœur? Parce que c'est vrai que finalement, à l'exception du président de la République, peu finalement prennent en compte l'aspect considérable en matière de création d'emplois des startups. C'est près de 225 000 d'ici 2025 de création d'emplois directs ou indirects, ce qui est très conséquent. On l'a vu avec le Covid, finalement, plein d'entreprises qui nous ont vraiment aidés à accompagner la crise, bien évidemment Doctolib, mais plus généralement énormément de startups qui s'immiscent dans notre vie quotidienne pour nous la faciliter. Guillaume Rosier. Tout à fait, avec Covid Tracker, puis Vitmados, qui a été décoré par l'Ordre national du mérite. Mais plus généralement, il faut savoir que la stratégie fiscale et économique menée par l'exécutif a récolté un certain nombre de fruits, puisque nous sommes effectivement le pays qui attire le plus d'investissements étrangers en Europe. Tout ce qui est capital risque, effectivement, nous avons connu des vraies progressions depuis 2017. Donc tout n'est pas sombre dans l'univers économique, et je pense qu'on aurait tous vraiment intérêt à promouvoir aussi cet univers-là, parce que souvent dans l'imaginaire, et peut-être que vous le confirmerez Frédéric, mais les startups c'est un truc un peu de parisien, avec une dissension assez forte avec le reste de l'économie réelle. Or par exemple le Next 120, c'est quand même 3500, alors certes il y a de la qualification, mais 3500 industriels dans les territoires, et ça on le dit assez peu. C'est là où effectivement il y a un atout, parce qu'il faut effectivement ne pas voir le développement du pays qu'en termes de capital et les 2-3 grandes villes françaises, mais il faut véritablement qu'on profite de cette économie numérique pour pouvoir développer nos régions. Et c'est là où il y a l'inégalité dont nous parlions, c'est aussi l'inégalité de région à région, c'est l'absence d'emploi en région qui crée un certain nombre de difficultés, notamment dans les rapports sociaux. Oui. 2 coups de gueule en ce qui me concerne, c'est avec la reprise de la vie post-Covid, c'est la reprise des grèves. Le droit de grève existe en France, je n'ai rien contre, mais grève SNCF lundi en Ile-de-France, 1er juillet, grève SNCF, donc départ en vacances. Évidemment que ces dates-là ne sont pas choisies au hasard. Et puis grève aéroport de Paris également, 4 et 5 juillet. Voilà, je pense qu'on est quand même dans une situation. On est quand même dans un pays partout où ça a été compliqué. Je pense qu'il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, parce que par exemple vous parliez de l'aérien. Air France, à cause du Covid, ce sont 6 000 emplois, 6 000 emplois supprimés, et je ne parle que les premiers, et on me dit que ça ne sera pas suffisant. 7 000 emplois, 7 000 emplois, et ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut à un moment donné réfléchir à ce que l'on fait. Oui. Jean-Luc, vous êtes d'accord? Je suis de ceux qui régulièrement défend le fait syndical, quel que soit le syndicat. On a beaucoup de syndicats en France qui sont en difficulté de représentativité, pareil que les politiques, en tous les cas au même niveau. Je défends cela, voilà. Après, moi je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a sans doute des raisons structurelles. Et après, soyons sérieux, je pense que c'est des appels à la grève, mais on verra bien que tout ça n'est pas suivi totalement massivement. Voilà. Je trouve que les syndicats, souvent, en France, sont des gens sérieux et jouent largement leur rôle. Voilà. Et en tout cas, je pense qu'ils ont un rôle largement essentiel. Non mais franchement, on appelle les corps intermédiaires. Oui, Jean-Luc, franchement, la situation est quand même dramatique pour tout le monde. Les gens vont peut-être pouvoir partir en vacances. Ils ont été bloqués de choisir ces dates-là. Jean-Luc, moi je partage le droit de grève. Je dis que les syndicats doivent être encore plus puissants pour pouvoir représenter quelque chose, parce qu'effectivement c'est notre mode de fonctionnement démocratique. Cela étant, pensez-vous alors même que nous sommes en train d'essayer de refaire partir le pays? Pensez-vous que ce soit le moment de déclarer une grève avec tout ce qu'on peut imaginer comme incertitude? À un moment donné, il y a un sauve qui peut, il faut se dire on prend déjà ce qu'on a et puis on verra, on réfléchira à la rentrée. Je ne sais pas moi, il y a un minimum de générosité à l'égard des autres. Oui. Frédéric?
Non, je ne vais pas prendre parti comme cela. C'est vrai que les choix des dates des grèves sont toujours des dates trouvées. On se souvient de grèves de mouvement l'année dernière. C'est vrai aussi que la conflictualité en France a beaucoup baissé. Le nombre de jours de grève s'est effondré ces 10 dernières années. Il faut bien avoir ça en tête. Et c'est vrai qu'on les remarque plus qu'avant. La loi sur le service minimum a aussi beaucoup, fluidifié les choses. En tout cas, c'est vrai que les syndicats, comme les médias, comme tous les corps intermédiaires, pâtissent d'un véritable déficit de confiance chez les Français. Mais alors un auditeur me dit, vous oubliez qu'Aéroport de Paris veut baisser les salaires de 3000 personnes. C'est sûr que certains en profitent, c'est ce qu'il me dit, pour rogner sur les acquis sociaux. Maintenant, il y a peut-être aussi, dans la négociation qui est très compliquée salariale, une prise en compte du contexte général et non pas de l'intérêt particulier. Mais Valérie, ils sont pas, les syndicalistes tels qu'on les connaît ne sont pas coupés de la population totalement. Ils regardent les choses telles qu'elles sont, eux aussi. Je veux dire, j'entends par rapport à tout ce qui est donc aviation sur ces baisses de salaire. Ce que je sais, moi, par rapport au transport ferroviaire, c'est que l'espace de privatisation dans lequel on rentre, c'est pas dû à la France, c'est dû à non, c'est à l'Europe. C'est l'Europe européenne, sur lesquelles d'ailleurs j'ai toujours voté contre, parce que l'espace aérien peut être privatisé, c'est assez facile, il y a plusieurs espaces. L'espace ferroviaire, quand il y a une voie, il n'y a qu'une seule voie, hein, donc le privatiser, c'est très difficile. D'ailleurs, je le dis par rapport à cela, les appels d'offres qui ont eu lieu pour les boîtes privées qui pourraient prendre, par exemple, Paris-Lyon, il n'y a eu aucune offre et il y a eu des offres, il n'y a eu aucune demande. Donc voilà. Donc je ne sais pas quelles sont, je vais pas regarder ça de très près, hein, quelles sont les raisons de ces grèves, ces grèves de début juillet. Ce que je sais, c'est que quand même, on passe beaucoup dans les sous-traitances et que ça n'est pas bon pour le système, notamment ferroviaire. Bon. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre avec Frédéric Dabi, Jean-Claude Beaujour, Lucas Véran et Jean-Luc Benamias. Oui, je n'ai pas fait mon deuxième coup de gueule. C'est le coup de gueule d'André Chassaigne. Je vous propose d'écouter. C'était à l'Assemblée nationale hier à propos de l'allocation adulte handicapé. Eh bien, le son devrait... Vous comportez comme des marcheurs qui marchent sur les débris de la démocratie. Vous le faites le bras levé. Et vous êtes en fait aujourd'hui de porter une atteinte très grave à la démocratie parlementaire et j'en ai honte pour vous. C'est la première fois depuis que je siège dans cette assemblée que je vois se comporter d'une telle façon un gouvernement, une majorité, alors qu'on a bâti pendant des années le respect de notre République. Vous êtes les premiers à porter un coup terrible à la démocratie parlementaire et à notre République. Voilà, ça concernait évidemment ce vote hier, le gouvernement qui a contraint l'Assemblée nationale à voter via le vote bloqué une révision du calcul de l'allocation adulte handicapé AAH. Ceux qui en sont bénéficiaires savent de quoi je parle, pour les personnes en couple, en écartant l'individualisation. C'est-à-dire que parfois, pour quelques euros, certaines personnes handicapées ne peuvent pas prétendre à cette allocation parce que leur conjoint gagne légèrement au-dessus du seuil, et c'est une misère, c'est absolument scandaleux. C'est un sujet, vous le disiez Frédéric, qui n'est pas nouveau. Voilà comment on traite les personnes handicapées aujourd'hui en France. Oui, l'IFOP réalise souvent des enquêtes, des consultations des adhérents et des proches de l'APF, France Handicap, ça a changé de nom, et il y a une vraie colère depuis très très longtemps, notamment qui se cristallise sur cette question-là, où c'est vu en termes de mesquinerie. On est plutôt sur une logique d'individualisation, quels que soient les revenus du conjoint. Alors malheureusement, ça ne passe pas assez fortement la rampe de l'opinion publique. Il y a beaucoup de propos sur les réseaux sociaux. Depuis ce matin, il faut le dire, Sophie Cluzel contre-attaque. Elle donne beaucoup d'exemples qui me paraissent justes sur le fait qu'il y aura peu de perdants. Pour autant, ce qui est compliqué, ça va plus que jamais enraciner ce gouvernement dans le camp de l'injustice. On l'a vu dès le début du quinquennat avec la baisse de 5 € sur les APL, la réforme de l'ISF. Soyons clairs, Emmanuel Macron n'est pas perçu comme le président des riches. Le président des riches, ça reste accolé à Nicolas Sarkozy, mais il est vu comme celui de l'élite, non ? Qui fait beaucoup pour les premiers de cordée et pas assez pour la classe moyenne et les personnes fragiles. Ouais. C'est d'autant plus important ce que vous dites, Frédéric, qu'on oublie qu'en France, nous avons entre 4 et 5 millions de personnes en situation de handicap. C'est un chiffre considérable sur nos 65 millions d'habitants. Donc c'est une population
population à laquelle il faut s'attacher. Mais au-delà du chiffre, il y a la dimension humaine, parce que derrière l'allocation qui est donnée, c'est la capacité pour des hommes et des femmes qui sont en situation d'inégalité par rapport à chacun d'entre nous, de pouvoir essayer d'imaginer de vivre à peu près correctement. C'est cela qu'il y a derrière. Et je pense qu'humainement, on ne peut pas se permettre de ne faire que de la comptabilité derrière des situations qui sont des situations de détresse. Et effectivement, on a pas mal de nos auditeurs qui sont concernés. Eric nous dit la AAH devrait être complètement individuelle, surtout au vu de la longueur pour ouvrir des droits. En cas de séparation, la personne se retrouve à la rue. Jean-Luc, vous vouliez également réagir ? Tu l'as dit, Valérie, c'est un véritable scandale, ça apparaît comme tel. Je connais André Chassaigne, généralement il est quand même moins énervé que ça, c'est clair et net. Je veux dire, c'est un homme plutôt taciturne, enfin taciturne, c'est pas tout à fait calme. Voilà. C'est vraiment, je ne comprends pas comment faire ça quelques jours avant les élections régionales et départementales dont on va parler. Ils ont quand même quelques candidats, La République En Marche, pas beaucoup, certes, mais quand même, ils en ont quelques-uns. Enfin, ils veulent vraiment qu'ils perdent. C'est vraiment d'une signification par rapport à la population incroyable. Ouais. Voilà. Et moi, j'avais plutôt, je ne soutiens pas ce gouvernement, vous le savez, mais une image de Mme Cluzel, plutôt positive. Bah là, écoutez, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, parfois on est obligé de faire des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, mais là, elle aurait dû dire, c'est pas possible, c'est fou, quoi. Parce qu'elle connaît quand même un handicap. Elle sait ce que c'est. C'est une de celles. C'est une des ministres qui a le plus travaillé, me semble-t-il. Voilà. Donc, c'est sidérant. Après, ça prouve bien l'impuissance, parfois. Ça prouve aussi l'impuissance, parfois, du politique. Et malgré toute la bonne volonté, si ça ne suit pas derrière. Parce qu'il faut quand même dire hier que cet amendement avait été voté, que tout le monde était d'accord. C'était les oppositions de droite, de gauche, le groupe Agir, et le gouvernement a choisi de bloquer cet amendement. Oui, puis il y a aussi, à mon avis, une difficulté dans le signal qui est envoyé, c'est-à-dire la majorité depuis le début du quinquennat, à mon sens, incarne, ou en tout cas entend incarner une certaine forme de modernité au niveau des droits humains, de tout un ensemble de choses. Et là, on arrive dans une situation où, quelque part, si je caricature bien évidemment, il faudrait choisir entre l'amour et l'accompagnement dans le handicap. Et donc finalement, on reste sur une solidarité entre époux qui pouvait s'entendre dans les siècles antérieurs et sur des dispositifs d'état de droit antérieurs, mais finalement qui restent en vigueur, ce qui paraît aujourd'hui un peu abscon et déplacé finalement avec les évolutions de la société, des usages sur lesquels l'individualisation répond à une certaine forme de modernité. Mais quelle est la raison pour laquelle ce vote a pu être bloqué ? Parce que, elle est simple, Valérie. Il savait, par rapport aux députés de La République En Marche, qu'un certain nombre allaient voter contre le gouvernement. Et que donc la majorité allait passer pour faire que les couples puissent toucher l'aide. Voilà. Un auditeur me dit, une auditrice, Véronique, me dit aucun média n'en parle. Oui, c'est vrai, il faut en parler. Stéphane me dit il y a la réduction des APL pour les personnes handicapées. Imaginez être amputé de 500 € sur vos salaires. Déjà, le taux d'incapacité a été modifié de 80%. Enfin, il y a énormément de choses, effectivement, qui ne fonctionnent pas pour les personnes handicapées, pour les personnes en situation de handicap, et qui ne... c'est assez terrifiant. Vous avez posé la question pourquoi. Moi, je pense que c'est la logique comptable qui l'a emporté une fois de plus. Et je pense que c'est là où comptable sur le handicap, c'est inacceptable et inentendable. Comment l'expliquer autrement ? Vous aviez commencé à dire quelque chose, Jean-Luc ? Mais moi, je dis que par rapport à cela, ils ont fait un comptage interne à La République En Marche. Ils se sont aperçus qu'un certain nombre de députés qui sont pas complètement à côté de leur pompe avaient dit ben non, on vote pas on vote pas le projet gouvernemental. On revient sur le fait que les couples puissent toucher l'aide nécessaire et qu'on n'individualise pas les aides. Et je pense que ça, ils savent le faire maintenant à La République En Marche, qui est tellement divisée à l'Assemblée nationale, voilà. Et ils sont allés au forcing. Voilà. Mais si ça peut paraître effectivement inique, on parle souvent de maîtrise des dépenses publiques comme un objectif de politique publique. Bah là, on a l'incarnation
constatation in concreto que cet objectif qui est censé jouir d'un consensus plus ou moins large dans la classe politique, quand il se confronte à des exemples comme ça où près de 200 000 personnes sont concernées, donc naturellement la modification du calcul de cette aide-là aurait un coût pour les finances publiques, souvent, effectivement, ça se fait pas sans un certain nombre de contestations. Donc c'est aussi l'occasion de se rendre compte que gouverner c'est pas simple et qu'on peut pas demander le matin. Il faut absolument arriver à une maîtrise des dépenses publiques ou à une réduction des dépenses publiques, et puis l'après-midi dire que tout dispositif serait inique. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de ces départementales et de cette abstention extrêmement inquiétante qui est attendue. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et on commente l'actualité. Alors Frédéric Dabi, vous allez travailler un petit peu ce matin et nous donner les dernières estimations. 45 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes selon l'IFOP. Donc on se dirige vers un taux d'abstention record ou pas? Oui, record pour une élection régionale parce que notre dernière enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio, notre balise hebdomadaire, indique une participation estimée de 40%, donc une abstention de 60%. C'est un score plancher, c'est du jamais vu, c'est en lien avec les 26% des Français qui sont déclarés intéressés par la campagne, même pour un scrutin jugé peu intéressant, comme le scrutin européen, on est plutôt sur 39 ou 41%. Ouais. 60% d'abstention, Valérie, c'est 10 points de plus que 2015. En 2015, il y avait eu une bonne surprise après les attentats du 13 novembre, il y avait eu un surplus de participation, une sorte de participation citoyenne. Record pour une élection régionale, record pour une élection intermédiaire à 2 tours. On peut retrouver des scores équivalents sur le référendum qui a acté le passage au quinquennat en septembre 2000, le référendum jadis des années 88 sous François Mitterrand et Michel Rocard pour la Nouvelle-Calédonie. Là, clairement, il se passe quelque chose dans le pays. Le cycle abstentionniste que l'on connaît... Il n'y a jamais eu autant d'abstention, même pour des départementales qui sont des élections auxquelles on comprend quand même pas, pas très bien l'enjeu. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis le début du quinquennat, à tous les scrutins, législatifs 2017, européennes 2019, municipales 2020, l'abstention a été majoritaire. Là, 60%, c'est une abstention qui n'est pas monocausale, mais il y a une multitude de causes. Il y a cette logique de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, ça ne change pas la vie, ça ne sert à rien. Il y a le rejet des politiques. Le rejet des politiques, l'inadéquation par rapport à l'offre, peut-être cette nationalisation des enjeux. On a parlé peut-être pas assez de thèmes de proximité, mais de thèmes plutôt nationaux, sécurité, etc. Et puis, il y a une suite de l'effet Covid qui avait touché la participation aux élections municipales, avec l'idée que oui, c'est le retour des jours heureux, retour à la vie normale, et dans ce cadre-là, l'acte de vote passe après. Ouais. Jean-Claude, bonjour. Oui, non, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il y a encore des personnes, parce que je me souviens des municipales où j'étais moi-même président de bureau de vote, c'est vrai qu'il y avait une vraie peur de la contamination. Ouais. Est-ce qu'elle se retrouve, ça fait partie des causes ou elle est alors, on aura un sondage jour du vote avec Sud Radio, Fiducial et LCI dimanche, et TF1, mais moi je suis frappé de voir que l'inquiétude, on le voit dans nos enquêtes hebdomadaires, a beaucoup diminué. Mais je pense que cette campagne qui a été très lente à démarrer, qui démarre seulement maintenant, n'a pas trouvé sa place dans le contexte un peu étrange où les Français sont plus euphoriques, ou en tout cas plus optimistes parce qu'ils voient le bout du tunnel, même si on a été quand même échaudé l'année dernière parce qu'on disait exactement la même chose. Et il n'y a pas une place qui a été conservée pour ce scrutin régional, alors qu'il est important. Il y a cette nationalisation des enjeux qui fait que pour beaucoup, ce scrutin, c'est une sorte de tour de chauffe avant l'élection présidentielle. Et puis on a quand même des catégories où l'abstention elle va être absolument massive. Les jeunes, les femmes plus que les hommes, les catégories populaires. Mais quand une abstention, Valérie, dépasse 55-60%, pour qui sonne le glas, il sonne pour tout le monde. Ça touche tous les partis politiques, toutes les catégories, même les personnes âgées. Il y a quand même 48% d'entre elles qui anticipent une abstention. Bon, juste une question, Frédéric. Moi, je vous entends depuis plusieurs années. J'entends d'autres de vos confrères en permanence. On dit, cette élection est particulière. On est dans un contexte particulier qui explique l'abstention. Pour autant, cette abstention continue. Jusqu'où ira-t-on ? Moi, en termes de fonctionnement démocratique, de légitimité de nos élus et de nos représentants, ça pose problème. On vient d'entendre tout à l'heure, c'était le même problème pour la représentativité des syndicats. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un système ? Est-ce qu'il faut
imaginer autre chose? Bon, bref, qu'en pensez-vous? J'ai pas la réponse non plus. C'est vrai que les Français ne votent massivement qu'à l'élection présidentielle. Et encore, Jean-Luc Benamias le sait, il a été directeur de campagne en 2002 où il y avait une abstention de 28%. La présidentielle est aussi contaminée, puisqu'on a eu 23% d'abstention au premier tour la dernière fois. Il y a cette logique, il faut rétablir le lien entre les Français et le politique et montrer que le vote sert à quelque chose. Il sert à appliquer des programmes, à changer la vie. Et c'est vrai que les Français nous font une histoire des 3 derniers quinquennats qui ont terriblement déçu. On peut même remonter au quinquennat de Jacques Chirac, ce qui fait que ça mine l'acte de vote. Oui, Jean-Luc, puis après je vous donne la parole, Lucas Véran. Jean-Luc Benamias. Semble-t-il que les départementales et les régionales aient lieu en même temps. C'est arrivé en 2004, je vais séparer aussi. Tu vas me dire, Frédéric, si je me trompe. Les départementales en milieu rural, je pense que le taux de participation sera plus important. Les départementales en milieu urbain, alors là, évidemment, je ne vois pas très bien comment les gens sont concernés. Je suis moi-même incapable de savoir exactement où commence mon canton dans la ville de Marseille et où finit mon canton. Je suis moi-même incapable de nommer et de dire quels sont les conseillers départementaux qui sont les sortants. Quand je suis moi-même incapable de cela, je pense que 99% en sont incapables. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que sur la ville de Paris, il n'y a pas de départemental. C'est le conseiller municipal et le conseiller départemental. Moi, je pense qu'il y a un problème. On le sait tous, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Il y a trop de structures électives et on n'en a éliminé aucune. Car si on rajoute à cela les métropoles, les intercommunalités, on a un système. Aujourd'hui, on est unique en Europe. Totalement unique par rapport à ce système. Alors je sais que c'est très difficile de changer cela. Je sais que le Sénat par rapport à cela est relativement bloquant. Vous voyez, j'emploie des termes extrêmement polis pour dire voilà. Mais je pense que ça joue un rôle. Pour le reste, effectivement, là, quand on va voir des élus départementaux ou régionaux et élus dans certains secteurs avec une participation de 20%, ça pose de larges questions sur la responsabilité réelle que ces gens-là auront de manière élective. Oui, Lucas. Non, l'élément de complément que j'ai envie d'apporter, c'est effectivement sur la difficulté aujourd'hui que les Français ont à lire leur action publique. Dans la mesure, effectivement, je prends l'exemple de Neuilly. Bon, quels sont les acteurs? Il y a la région, il y a le département, dont je suis absolument d'accord avec Jean-Luc Benamias, dont on peine en milieu urbain à concevoir l'utilité, alors que même qu'on est face à des budgets très conséquents, 900 millions d'euros, par exemple, dédiés aux solidarités dans les Hauts-de-Seine. Donc c'est quand même un acteur majeur des politiques publiques, mais qui est complètement absent dans la compréhension que les gens ont. Après ça, vous leur rajoutez l'intercommunalité, la métropole du Grand Paris, établissement public territorial Paris-Ouest La Défense. Donc finalement, les gens sont noyés dans une diversité de strates où ils n'arrivent plus à identifier qui est redevable de quelle action. Résultat, leur seul point d'accroche avec la politique, c'est soit leur maire, parce que échelon de proximité, soit le président de la République, dont ils attendent tout. Or, ça, c'est effectivement une difficulté dans notre pays. C'est cette frontalité qui s'installe entre le Français et le président de la République, où effectivement le citoyen et le maire à portée de baffe, mais voilà, qui oublie totalement la représentation des conseillers départementaux, régionaux, même la représentation nationale. Les députés dans beaucoup de circonscriptions ne sont pas connus, et ça c'est une vraie difficulté. Écoutez les réflexions. Gilles nous dit le vote sert à quelque chose, le vote de 2005 on en parle, les élus font n'importe quoi, une fois les élections passées ils ne s'intéressent pas au peuple, ils ne s'intéressent qu'aux prochaines élections. Alors pardon, quand je vous entends vous plaindre de l'abstention, j'ai envie de vous dire remettez-vous en question vous aussi, les médias, effectivement, les politiques, les médias parmi les plus rejetés, mais c'est ce sentiment-là finalement que les politiques ne sont pas crédibles et n'agissent pas pour l'intérêt du peuple, Frédéric. C'est pas tout à fait vrai quand alors, mettons de côté cette abstention aux élections municipales qui était quand même très marquée, vous le disiez, Lucas, par cette crise du Covid. On a quand même des élus municipaux qui prouvent matériellement leur implication. On les voit sur le terrain, ils sont, comme le disait Gérard Larcher ou Xavier Bertrand, à portée d'engueulade et parfois à portée de baffe. Le nombre de violences physiques contre les élus a absolument explosé. Et c'est vrai qu'eux montrent concrètement ce qu'ils font pour les habitants. C'est plus compliqué pour des échelons plus grands. C'est vrai que la région s'est imposée comme ensemble territorial, mais on peine à voir les compétences et l'actions concrètes. La présidence de la République, ça reste le scrutin matrice, ça reste un scrutin presque magique, mais même là,
le récit, je disais, des quinquennats passés a miné cette confiance. On est sur une crise de la confiance d'une manière générale, et c'est ça qui est au cœur de cette abstention. Alors, vous savez, nous parlions tout à l'heure de lecture. Pour moi, derrière la lecture, il y a la connaissance. La difficulté que nous avons, c'est que dans un pays comme le nôtre, nous sommes, allez, admettons, 3-4 millions à être... on dira, pour caricaturer, dans le microcosme. Nous faisons partie du microcosme, donc nous savons qui fait quoi et comment les choses s'organisent. Pour beaucoup de nos concitoyens, ils ne savent pas ou ne comprennent pas très bien. Alors, il y a des torts partagés. Et là, j'ai envie de dire à vos auditeurs, oui, il y a une responsabilité des acteurs publics, des journalistes, des hommes politiques qui doivent expliquer et faire pédagogie. Mais dans le même temps, j'ai envie de vous dire, allez aussi à la rencontre de l'information. Impliquez-vous. Oui, mais ils n'y croient plus. C'est ça le message. C'est de dire, oui, mais ils constatent, ils disent, voilà, on nous promet des choses, et puis à l'arrivée... Attendez. Je pense que c'est là où il ne faut pas tomber dans l'excès de facilité. Vous savez à quel point je suis critique à l'égard de nos élites. À un moment donné, oui, il y a des choses qu'on ne parvient pas à faire correctement. Oui, tout n'est pas bien. Mais de temps en temps, il faut prendre le temps d'aller, oui, à la critique, mais il faut prendre le temps d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas parvenu à faire 100% de ce qu'on avait dit. On a peut-être fait 80%, ce qui est déjà pas mal, mais on n'a pas fait rien. Parce que globalement, les responsables publics ou patrons d'entreprise ne font pas rien. Malheureusement, le monde, si c'était facile, et c'est ça aussi qu'il faut dire à nos concitoyens, si c'était facile, vous savez, tout le monde ferait. C'est dans la difficulté qu'il est. Tout le monde ferait. C'est parce que précisément, regardez, quand il y a une réforme, on dit on va toucher à cela, et puis tout de suite vous avez derrière des gens qui ont des intérêts qui vous disent ah ben non, moi c'est pas possible pour moi, la réforme est bon tant qu'elle touche pas à mon périmètre. Donc on voit bien qu'il faut toujours trouver en démocratie un équilibre, et c'est cet équilibre. Allez, on marque une pause et on continue ce débat tout de suite après, tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, avec Frédéric Dabi, Jean-Claude Beaujour, Luc Avéran et Jean-Luc Benamias. Alors il nous reste évidemment pas beaucoup de temps pour traiter des autres sujets, mais tout de même, parlons de ce sondage, autre sondage IFOP, les Français se méfient des médias. C'est un sondage tout à fait intéressant, encore une fois, et qui est peut-être à relier avec la défiance envers les politiques. Ça entre dans le cadre de cette défiance dont on parlait, qui touche tous les corps intermédiaires. Il fait le lien avec le sondage historique que fait la Sofres pour, je crois, Télérama, qui montre quand même qu'il n'y a pas une défiance globale vis-à-vis des médias. Il y a une défiance média par média. La radio où nous sommes est le média qui bénéficie de la plus forte confiance, puis la presse écrite, la télévision, et enfin Internet, les réseaux sociaux. Il y a aussi des moments qui ont accéléré la défiance à l'égard des médias. Les gilets jaunes, où on se souvient qu'on disait que les médias étaient anti-gilets jaunes, etc. Même chose pour le Covid, où les médias ont présenté souvent des points de vue extrêmement contradictoires, des scientifiques qui n'étaient pas d'accord. Ça a beaucoup surpris les Français, et ça a accéléré cette défiance. Mais je dirais que c'est cette société de la défiance dans laquelle on vit qui est particulièrement préjudiciable et qui empêche de faire commun. Et on aura le symptôme dimanche, parce que quand j'ai parlé de 60% d'abstention, pour nos auditeurs, ça paraît peut-être abstrait. Si nous avons bien 60% d'abstention, ça fait 27 à 28 millions de Français qui ne vont pas voter. On se rend compte de l'étendue de la défiance et de la perte de la norme civique du vote. Oui. Après, moi je suis assez frappé, je trouve, mais de l'évolution d'une certaine manière de faire de l'information. En fait, l'opinion a, dans un certain nombre de configurations, remplacé le travail vraiment de recherche d'information. Et est-ce que ces chiffres-là ne sont pas la conséquence finalement d'être confrontés à des débats où effectivement la controverse est au cœur finalement du produit télévisuel, audiovisuel proposé, au détriment parfois d'un travail de fond souvent plus coûteux pour les rédactions, de manifestation de la vérité, de recensement des faits. Et c'est d'être confronté finalement à des gens qui s'engueulent en permanence, voilà, avec chacun leur prisme de vue. Non, mais c'est vrai que j'étais moi sur LCI, j'étais la seule émission de débat à l'époque de ce type. Le reste, c'était des émissions d'information, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. CNews en est un exemple. Mais qu'il y ait une chaîne qui fasse ça, mais que toutes les chaînes s'y mêlent et fassent la même chose. Vous savez, on peut entrer dans, entre guillemets, la modernité en gardant un certain nombre de réflexes. Lorsque vous avez un débat, je pense qu'on peut très bien imaginer de confronter des points de vue à partir de faits matérialisés où chacun
fait un tout petit effort pour essayer de savoir de quoi est-ce que l'on parle. Et je suis par exemple surpris qu'on nous demande de commenter une décision de justice qui, on a juste le prononcé, je n'ai même pas la motivation. Donc comment voulez-vous que je commente correctement une décision que je n'ai pas pu lire parce que c'est encore trop frais. Donc de ce point de vue, il faut peut-être attendre, et là c'est collectivement, qu'on ne vive pas exclusivement dans l'immédiateté et qu'on se dise ben non, on peut pas tout avoir instantanément et que l'on peut parfois il faut qu'il y ait un petit délai pour qu'on puisse réfléchir, prendre le temps. C'est peut-être une notion qu'on a perdue, essayer de donner autant le temps. Oui, Jean-Luc. Moi, j'apprécie, c'est normal d'ailleurs, mais les débats qu'on a sur Sud Radio, notamment avec toi, Valérie. Merci, Jean-Luc. On apprécie. Vous reviendrez la semaine prochaine. C'est bon, je joue rien là-dedans, moi. C'est bon. Ouais. Où on arrive. On sait bien qu'avec Lucas et Jean-Claude, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas forcément en accord sur tout politiquement. Est-ce que ça a de l'importance? Moi, je pense que non. On arrive à débattre de manière aimable, poli. Il y a vraiment débattre. Il y a d'autres débats. Moi, je déteste le terme de punchline. Voilà, c'est un terme absolument qui est terrifiant. Qui fait qu'on est en train de jouer pour écraser celui qui est à côté. Ça n'a aucun sens. Et je pense que nos concitoyens le ressentent fortement dans un certain nombre de débats qui sont des débats figés, en fait, où on ne fait strictement rien avancer. Voilà. Quand je dis ça, j'ai pas dit grand-chose, je le reconnais, mais je trouve quand même que à ce niveau-là, et les radios servent un peu mieux à ça d'ailleurs, c'est clair, et ça m'étonne pas, Frédéric, que les radios soient plutôt mieux vues qu'un certain nombre de débats télévisuels qui sont... moi, j'ai du mal à les regarder, et souvent d'ailleurs, j'arrête avant la fin. Alors, Eric, un auditeur me dit il y a aussi les petits médias alternatifs du net qui vous volent la vedette. C'est pas une question de vedette, et les petits médias alternatifs sont pas toujours plus crédibles que les grands médias. C'est souvent, je ne les dénigre pas parce que certains font du super boulot, mais c'est pas forcément la vérité incarnée non plus. Mais vous voyez, par exemple, il y a des sujets qui, me semble-t-il, nécessitent qu'on prenne, qui sont des sujets, et on prend acte, puisque Frédéric Dabi est ici, on a dit, il y a ce sondage où une majorité de Français veut qu'il y ait un référendum sur l'immigration. Un sujet comme celui-là, ça peut pas être je suis simplement pour ou contre la question des flux migratoires, de l'avenir de notre planète, la place de la France face à la Méditerranée, sont des sujets qui sont suffisamment complexes pour qu'on ne se dise pas ça va être les mots que j'entends très récemment, c'est vous avez vendu le pays, ou alors laxiste, etc. C'est extrêmement complexe. Et on sait bien, pardonnez-moi, juste un mot, on sait très bien en étant à l'emporte-pièce, à supposer, quel que soit le parti qui arrivera en responsabilité, aucun ne pourra résoudre comme ça, d'un coup de baguette magique, ce sujet. Donc nos concitoyens ont le sentiment qu'on se moque d'eux, parce que préalablement, on n'aura pas pris le temps de leur expliquer qu'il y a une palette d'éléments, et que ça va être complexe. Mais c'est intéressant, cet aspect sur les réseaux sociaux qui, effectivement, ont fait exploser le doute sur la véracité des infos qui sont données. Cet auditeur me dit, ils ont les mains libres, eux au moins. Ils ont peut-être... d'abord, les mains libres, encore une fois, la défiance, l'impression que les journalistes sont téléguidés, etc. Je le redis, j'ai travaillé 17 ans à TF1, à LCI, je n'ai jamais reçu une seule consigne, donc la liberté des journalistes, elle existe quand même, et ceux qui sont les petits médias ont souvent des prismes politiques, et la vérité n'est pas forcément... la liberté n'est pas forcément la vérité. Alors, attends, oui, Frédéric. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc, qui est très très intéressant. C'est qu'on ne se dispute plus assez dans le cadre de débats où chacun accepte la différence de l'autre. Il y a un socle commun, et malgré des différences, comme c'est vrai, souvent sur votre plateau, Valérie, on débat bien. Maintenant, ce qui a remplacé la dispute, c'est la délégitimation. Et les réseaux sociaux ne fonctionnent que par anathème, que par délégitimation, mais ça, c'est d'abord venu du champ politique. Rappelez-vous ce qu'on disait à droite en 2012. Ah non, François Hollande n'a pas vraiment été élu président. Il n'a manqué que quelques semaines. Vrai ou faux? Je ne sais pas. À Nicolas Sarkozy, il l'aurait en fait emporté. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'élection d'Emmanuel Macron? Qu'on l'aime ou pas, il a été élu président de la République. On dit, il a fait un score très faible au premier tour, en oubliant qu'il a fait mieux que Jacques Chirac à 2 reprises. En fait, s'il a gagné, c'est parce qu'il a été face à Marine Le Pen. Même chose quand on vilipende les maires écologistes élus, c'est vrai, avec un petit socle électoral, mais
Mais c'est la règle. C'est la règle. On est dans une logique de délégitimation qui fait qu'on ne peut pas discuter. On décrédibilise et on dit à son adversaire, tu n'as pas le droit de débattre avec moi. Alors, Twitter, qui est comme la langue d'Ésope, le pire et la meilleure des choses, beaucoup le pire ne fonctionne que comme cela. Quand vous lisez parfois, Valérie, quelques petits témoignages, c'est c'est les sondages, ça ne vaut rien. C'est une manière de débattre qui n'est absolument pas saine et qui tend les choses et qui hystérise le débat, sachant que les médias et les chaînes info ne reprennent que Twitter. C'est les chaînes info qui regardent Twitter, qui regardent les chaînes info. C'est une sorte de cercle vicieux. 55% des personnes sondées éprouvent de la méfiance, 18% de la colère et 17% du dégoût. Mais ce qui est vrai, c'est que parfois, malheureusement, le temps d'antenne est limité. Là où les médias alternatifs, par exemple, je prends Thinkerview ou plus récemment le Livre Noir, où Éric Zemmour a fait part de sa potentielle ambition présidentielle. C'est vrai que c'est des formats que permet Internet, où pendant 1h40, on va pouvoir aller dans le fond de la pensée de quelqu'un, ce qui malheureusement aujourd'hui est de moins en moins permis par la télévision. Et donc les gens, naturellement, sans pour autant avoir confiance sur la sphère Internet, vont choisir un média dans lequel effectivement ils vont pouvoir, et au détriment de la confrontation d'idées, avoir le temps d'aller dans le fond de la pensée d'un intervenant. Et aujourd'hui, malheureusement, on reste toujours en surface, c'est ce que vous disiez, sans explorer la complexité des sujets, la diversité des options que l'on peut apporter pour traiter une problématique. On reste en surface et donc du coup, le téléspectateur se dit qu'il est un peu pris pour un abruti. Et pour rassurer vos auditeurs, moi, pour avoir, mais comme tout le monde autour de cette table, été invité des dizaines, voire des centaines de fois sur des plateaux télé ou radio, jamais on ne m'a demandé de penser dans un sens ou dans un autre. J'ai toujours été particulier, en fait, tout à fait libre. Et donc, ça relève aussi d'une certaine idée préconçue, d'un préjugé que l'on se fait, comme si un peu les gens arrivaient, on leur disait, bon, vous allez déclarer ceci, vous allez aller dans ce sens, etc. Donc, je dis, apprenons à nous connaître, allons un peu plus au-delà des idées reçues. C'est vraiment ça. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. Dimanche, il y a les départementales, les régionales. Donc, allez voter. Même si vous n'êtes pas content, justement, exprimez-le par le vote. Le vote, on rappelle qu'il y a quand même des pays où on ne peut pas voter, où le vote ne signifie pas grand-chose quand il y a des élections à 95% ou 85% dans certains pays. Merci à vous. On se retrouve lundi. Très bon week-end. Merci.